Les premières fusions de branches pour nous, bon, au départ, on a pris ça avec un peu d'inquiétude, hein, comme tout le monde. Il y a certaines branches où, avec les fusions et les périmètres, on était amené à disparaître. Donc, ça reste quand même plutôt inquiétant, y compris côté fédération patronale, puisqu'on a certaines organisations professionnelles qui ont complètement disparu du périmètre. Et moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que autant sur les branches de moins de 5000, où il n'y avait pas de négociation, pas d'entrain, où il ne se passait rien, le rapprochement était logique, évident et même souhaitable pour les salariés qui faisaient partie de ces branches, autant je ne suis pas du tout choqué par l'existence d'une branche de 5000 salariés, si la négociation est active et si on a des spécificités sur cette branche qui justifie qu'on conserve son périmètre. Aujourd'hui, moi, le souci que j'ai, c'est la doctrine de la DGT qui nous engage à aller vers des méga-branches. Or, on sait que plus les branches sont importantes et plus c'est compliqué de négocier à l'intérieur. Quand on regarde à l'intérieur après sur les codes NAF et les champs que couvrent effectivement ces négociations de branches avec des super branches, je peux notamment citer par exemple le commerce de gros. On a maintenant des fédérations à l'intérieur de la CGI qui demandent des exclusions dans les champs de leur code NAF sur des extensions salaires ou autres. Et on va se retrouver avec des entreprises qui vont être complètement noyées à aller chercher des accords salaires, savoir qui a été exclu, pas exclu. Il faudrait qu'à un moment, la doctrine de la DGT, pour moi, soit beaucoup plus claire et beaucoup plus simple, qu'on évite tout ce genre d'exclusion. Voilà, on a des acteurs autour de la table, on arrive à un accord ou pas d'exclusion en fonction d'un code APE pour être beaucoup plus simple et couvrir tout le monde. Mais je renvoie aussi la DGT à son travail. Je l'entendais beaucoup parler des branches et des rapprochements. Et qu'est-ce qui est fait des 20% de salariés qui ne sont pas couverts par des conventions collectives aujourd'hui en France? Peut-être aussi rediriger ces travaux sur ces 20% qui aujourd'hui devraient bénéficier de conventions collectives, puisqu'on le sait tous, les conventions collectives et la négociation collective est quand même une belle réussite du modèle social en France. Très bien. Donc, alors, sur les axes d'amélioration, donc vous avez déjà commencé à dire des choses, Gérald, mais est-ce qu'il y a d'autres pistes d'amélioration que vous aimeriez mettre en avant? Oui, les pistes d'amélioration, effectivement, ce serait... alors, M. Ramin a indiqué et il a parlé des champs des OPCO. Alors qu'on sait tous qu'on a certaines fédérations qui se sont retrouvées notamment en dehors du champ du commerce. On a la CGI qui s'est retrouvée avec le commerce de gros à l'OPCO de la forte densité de main-d'œuvre. Bon, encore un peu trop de lobbying à mon goût et pas assez de respect des filières. Aujourd'hui, on a des filières métiers, l'habillement par exemple, avec toute la fabrication, la distribution pour les grossistes et les boutiques. On pourrait faire effectivement des rapprochements beaucoup plus cohérents dans les champs, mais là on se heurte aussi à des difficultés entre fédérations patronales qui durent depuis un certain nombre d'années ou entre fédérations syndicales. Et l'un et l'autre, on doit balayer devant nos portes pour essayer de faire avancer. Mais c'est vrai que ce n'est pas des champs qui sont évidents à mettre en place. Pourtant, ils sont clairement identifiés par la DARES. Lorsqu'elle fait ses données statistiques de crise, elle les identifie très correctement. Après, moi, aujourd'hui, je pense que la phase 2 est bien avancée et qu'il faudrait s'arrêter à la phase 2. Je ne souhaite pas qu'on aille sur des branches encore plus importantes où, effectivement, on se retrouve avec, à l'intérieur des champs de négociation, tellement de salariés et tellement de métiers qu'on n'arrive plus à négocier. On ne peut pas comparer, si on restait effectivement sur des choix de filière, on ne peut pas comparer l'industrie et la distribution. On est sur des métiers qui sont totalement différents, qui ont des contraintes qui sont différentes avec le travail de nuit, du 7 jours sur 7, enfin des choses comme ça, et qui ne sont pas évidents à mettre en œuvre sur une seule convention collective. J'ai l'impression d'entendre un discours très cohérent entre chacune des parties prenantes, en fait. Hein. Le sujet de la représentativité, l'impact de la représentativité dans la fusion des branches, ça se dit à mots couverts. Enfin, nous, on l'observe, on est des observateurs attentifs de ce qui se passe, mais quelque part, il y a un jeu aussi un peu de
rééquilibrage de la représentativité. Vous auriez quelque chose à dire du côté employeur, Jean-François Guillard ou Pierre-Luc Debillet, sur la partie représentativité? Ça n'a pas été un sujet, ça? Vous êtes concentré sur le rapprochement de métiers cohérents. Et alors, un petit mot sur la représentativité, l'impact. Des fois, on peut disparaître à cause de l'impact de la représentativité, c'est ça, en fait. Si vous arrivez, par exemple, avec... Enfin, moi, je ne connais pas l'impact exact pour la boucherie-poissonnerie. Enfin, je sais que d'un côté, a priori, on doit avoir à peu près 45 000 salariés, de l'autre côté, à peu près 5 000. Si je suis la logique des choses dans le dossier et dans le dépôt de la représentativité, la poissonnerie disparaît. Ah, alors réponse alors. Non, justement, l'intérêt, c'est justement de ne pas faire disparaître la poissonnerie, et on est plus près des 42 000 et des 8 000. Donc, non, je crois que si on est arrivé là, c'est parce qu'on a des métiers qui se connaissent bien, et on a une vraie volonté d'avancer ensemble avec les spécificités de chacun. À l'intérieur de cette future convention, il y aura des spécificités de la poissonnerie, notamment pour les marailleurs, mais on a des métiers qui sont proches, mais c'est quand même pas les mêmes métiers. Mais on est dans une même filière, et ça, je crois que c'est important. Nous n'avons pas l'intention non plus, et là je vous rejoins, de faire un monstre. Il faut que chacun se retrouve, et je crois que le président de l'OPS n'est pas là, mais on a, je crois que c'est une histoire d'homme aussi, une vraie relation, une vraie confiance. Et on écrit les choses pas pour nous aujourd'hui, on écrit les choses pour demain. Il faut justement pour que les choses soient bien calées, que la poissonnerie existe toujours, parce que c'est un métier important, et que la boucherie aussi. Donc on est sur un tandem, on pédale ensemble, mais ça va bien. Je ne sais pas si tu peux compléter, Pierre-Luc, mais... Juste dire un mot, parce que je comprends ce qui est sous la question de David sur la représentativité. Donc, effectivement, dans un champ fusionné, c'est vrai qu'on aurait pu craindre qu'un métier, entre guillemets, plus petit par ses effectifs, puisse être moins considéré, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a eu depuis 3 ans, cette question était anticipée, puisque le calendrier de la représentativité était connu. Et on a fait le choix de faire une structure ad hoc en fait, pour porter notre représentativité commune. Cette structure, c'est Remalim. C'est une structure en fait, qui permet de conserver à chaque métier son pouvoir de décision sur ce qu'il concerne en propre. Et bien sûr, il y a des règles de décision qui sont communes pour les sujets qui sont communs. Mais ça aussi, ça fait partie des travaux de rapprochement et de l'importance d'anticiper et de le faire de manière cohérente pour l'ensemble des branches, les grosses comme les petites. Moi, je répondais simplement sur le fait, au-delà que vous entendiez, en fait, c'est extrêmement bien et extrêmement intéressant, y compris la création de votre structure ad hoc. Je parlais simplement sur le fait mécanique pour la DGT de déposer le nombre d'entreprises représentées par la partie patronale, qui est le même fait mécanique pour nous sur les cycles d'élection. Je m'en arrêtais simplement là en disant il est effectivement possible que certaines fédérations disparaissent sur le fait de ces dépôts mécaniques de dossiers de représentativité.